Salut les petits potes, j'espère que vous allez bien. J'ai vu que la dernière vidéo vous avait assez plu, c'est cool, donc j'ai décidé que cette semaine on allait se retrouver pour le même format. Donc on va une nouvelle fois parler de disparition, mais pour innover un petit peu, cette fois-ci on va parler de disparition de personnes célèbres. Bon, il y a des histoires qui datent un peu, donc selon l'âge que vous avez, peut-être que tous les noms ne vont pas vous parler, mais je vous assure, c'était des personnes connues dans leur milieu. Les histoires sont une nouvelle fois très variées, on va parler d'écrivains, d'humoristes et même de musiciens, mais à chaque fois, il y a 3 points communs. Le premier point déjà, c'est qu'il s'agit exclusivement de personnes françaises. J'ai fait exprès parce qu'il y avait d'autres personnalités qui avaient disparu, mais je me suis dit que ce serait plus simple de traiter d'abord les françaises et je vous ferai une autre vidéo avec les autres disparitions. Le deuxième point commun, c'est qu'il ne s'agit que d'hommes. Donc cette fois-ci, je n'ai pas fait exprès, mais il faut croire que les hommes ont davantage tendance à disparaître mystérieusement que les femmes. Et le troisième point commun qui est assez évident du coup, ils ont tous mystérieusement disparu sans qu'on ne comprenne jamais ce qu'il s'est passé. Et maintenant que ça c'est dit, je vous fais pas patienter plus longtemps et on passe directement à la première histoire. Nous sommes en 1984, Philippe de Dieuleveux décide d'arrêter la présentation de l'émission qui a fait de lui une star du grand public. Il s'agit de La Chasse au trésor, une émission dans laquelle Philippe, habillé d'une combinaison rouge, devait survoler des endroits en hélicoptère pour essayer de retrouver des fameux trésors. Cette émission elle fonctionne plutôt très bien, mais Philippe il se dit que ce n'est plus vraiment ce qu'il a envie de faire, il a envie de partir à l'aventure, faire des grands reportages, et on vient justement de lui proposer quelque chose qui pourrait lui plaire, l'émission Africa Raft. Le principe est très simple, traverser l'Afrique d'est en ouest en passant par les fleuves, dont le fleuve Zaïre. Donc il accepte et le départ de l'expédition est prévu pour le 13 juin 1985. Sauf que tout ne se passe pas comme prévu. Ils sont censés partir de Tanzanie, sauf qu'à ce moment-là, il y a des conflits militaires, politiques, qui font qu'ils doivent changer de lieu de départ. Ça commence à créer des tensions dans l'équipe. Bref, c'est le bordel. À partir de ce moment-là, l'équipe se sépare en deux, donc il y a des personnes qui restent sur place et qui commencent l'expédition, et certaines personnes qui rentrent en France, dont Philippe, qui rejoint sa femme à Paris car elle est sur le point d'accoucher. Il va profiter de son voyage à Paris pour aller parler à son frère de cette fameuse émission, il va lui dire qu'il ne la sent pas du tout et qu'il y a des gros problèmes d'organisation, mais malgré tout ça, il décide quand même d'y retourner et il va rejoindre Kinshasa pour partir avec l'expédition. Le 2 août 1985, l'équipe au complet embarque donc dans des bateaux pour commencer la traversée du fleuve Zaïre. Ils doivent passer par un endroit qui est connu pour ses forts courants, mais qui est surtout connu pour être un haut lieu stratégique qui est bourré de militaires et de personnes du renseignement. Sauf que les jours passent et les personnes qui sont en charge de suivre l'avancée de l'expédition n'ont toujours pas de nouvelles de l'équipe. Évidemment, les recherches sont lancées pour essayer de les retrouver. Ça va vite donner quelque chose puisqu'on retrouve un corps, mais rien d'autre. Pendant plusieurs semaines, la France et le Zaïre vont continuer les recherches pour essayer de retrouver les corps des autres naufragés, mais malgré tout cela, on retrouve rien et du coup, on va finir par conclure à une mort accidentelle. Sauf qu'au fur et à mesure des années, il y a des éléments un peu étranges qui ont refait surface. Déjà, on va finir par retrouver un autre corps que les personnes sur place vont identifier formellement comme étant Philippe de Dieuleveux. La France va demander à ce que le corps soit rapatrié, sauf qu'une fois fait, lorsqu'elle lance les analyses ADN, il ne s'agit pas du tout de Philippe de Dieuleveux. Donc on ne comprend pas vraiment pourquoi les experts ont menti sur ce sujet. L'autre chose assez étrange, c'est qu'on va retrouver les bateaux de l'expédition et ils sont complètement intacts. Donc si c'était un accident dû au fort courant, il y aurait sûrement quand même quelques traces sur les bateaux. Et surtout, on va découvrir que Philippe de Dieuleveux était un agent de la DGSE. Je vous rappelle que l'embarcation a disparu dans un endroit considéré comme un haut lieu stratégique militaire, donc forcément l'hypothèse de la bavure militaire ou d'un assassinat politique vont venir sur le tapis. Quoi qu'il en soit, on ne retrouvera jamais son corps et on ne saura jamais ce qui lui est arrivé ce jour-là. Sa famille se bat toujours pour essayer d'avoir des réponses, mais c'est sans succès jusqu'à aujourd'hui. Si cette histoire vous intéresse, j'ai vu qu'il y avait un documentaire qui était sorti dessus il y a pas longtemps, il s'appelle Dieuleveux, les disparus du fleuve. Je l'ai pas du tout regardé pour ma part, mais en tout cas, si vous voulez plus de réponses, peut-être qu'il y en aura dans ce documentaire. Mais nous, pour l'instant, de notre côté, on passe à la seconde histoire. Nous sommes en 1990, Alain Kahn est probablement sur sa fin de carrière. Après avoir travaillé de longues années dans la musique, même s'il a eu plusieurs succès, il n'a jamais réussi à réellement créer une grande carrière musicale. Pourtant, il a essayé pas mal de choses, des représentations dans des cabarets, de l'écriture de chansons pour certains artistes, dont par exemple la chanteuse Dani, des disques punk, des disques rock, mais bon, rien de tout ça ne l'a vraiment fait décoller. Pourtant, il semble avoir pas mal de talent, mais ce qui pose problème, c'est son comportement. Il se drogue beaucoup, il boit beaucoup, il est très souvent dans des grosses fêtes type orgie, et pour ne rien arranger à son image, il est homosexuel.
Vous le savez, aujourd'hui ça pose encore problème à certains débiles, mais à l'époque c'était pire malheureusement. Bref, tout ça pour dire que personne ne veut réellement travailler avec lui et qu'il est assez déprimé de ça, même s'il garde sa détermination au fond de lui. Le 14 avril 1990, il passe la soirée avec le frère de son amant de l'époque pour sûrement parler de tout et de rien. À la fin de la soirée, son beau-frère le raccompagne jusque dans le métro, il le regarde monter dans la rame, et c'est à partir de ce moment-là qu'on perd définitivement sa trace. Évidemment, des recherches vont avoir lieu et plusieurs hypothèses vont être avancées. Il se serait peut-être suicidé à cause de ses échecs musicaux, il aurait peut-être été tué à cause d'histoires de drogue, il aurait peut-être été tué par des homophobes dont il aurait croisé la route ce soir-là, ou peut-être qu'il voulait juste simplement refaire sa vie et qu'il a disparu volontairement. Aucune de ces hypothèses ne permet de retrouver Alain Kahn, et donc 10 ans plus tard, on finit par déclarer sa mort, même si on n'a pas retrouvé son corps. Et c'est tout ce qu'on sait sur sa disparition. Si l'histoire vous intéresse, il y a un livre qui a été écrit sur le sujet, il s'appelle La disparition, enquête sur la vie et l'absence d'Alain Kahn. Mais de notre côté, on passe à la troisième histoire. Je vous préviens, cette histoire elle est beaucoup plus connue, donc peut-être que vous en avez déjà entendu parler, mais je pouvais pas faire le top des disparitions mystérieuses de personnes françaises et connues sans l'évoquer. Nous sommes le 31 juillet 1944, l'écrivain et aviateur Antoine de Saint-Exupéry arrive sur l'aéroport de Borgo en Haute-Corse, puisqu'il est censé partir pour une mission de reconnaissance en Savoie. L'objectif est de préparer le débarquement allié, puisque je vous le rappelle, en juillet 1944, nous sommes encore dans la Seconde Guerre mondiale. Après avoir effectué toutes les préparations et tous les contrôles nécessaires, il décolle vers le coup de 9h moins le quart et il est censé être revenu vers l'heure du déjeuner. Vers 13h, ses camarades commencent à s'inquiéter puisqu'Antoine de Saint-Exupéry n'est toujours pas rentré, donc il décide d'alerter les radars, mais sans succès. L'heure tourne, il est maintenant 14h30 et toute la base sait que l'autonomie d'essence de l'avion est maintenant dépassée et qu'il y a peu de chances de voir le pilote de retour aujourd'hui. Vers 15h30, l'avion n'est effectivement pas rentré et donc la personne qui est en charge de tout ça décide de déclarer l'avion comme perdu. On pense d'abord qu'il a été fait prisonnier, mais les semaines passent et il n'y a toujours aucune nouvelle ni de lui ni de son avion. Le 20 septembre 1944, presque 2 mois après sa disparition, il finit par être déclaré mort pour la France sans qu'on retrouve son corps. Les années passent et c'est seulement en 1998 qu'on va avoir la première piste concrète. Un pêcheur remonte dans ses filets une espèce de chaîne en or et en fait quand il regarde de plus près, il se rend compte que c'est la gourmette de Saint-Exupéry. On est donc maintenant assez certain qu'il y a eu un crash d'avion et qu'il a eu lieu vers les Calanques. Évidemment, les recherches commencent pour essayer de retrouver l'épave et il y a un plongeur qui se souvient qu'il y a quelques années, il avait vu une carcasse d'avion à un endroit et qu'elle n'a jamais été explorée. Il se prépare pour y retourner et lorsqu'il finit par y aller en mai 2000, on se rend compte que c'est en effet l'avion de Saint-Exupéry. La carcasse est finalement remontée en 2003 pour essayer de comprendre ce qui s'est passé, mais lorsqu'elle est examinée, on retrouve ni impact de balle, ni trace d'explosion, donc on ne comprend pas vraiment ce qui a pu provoquer l'accident. C'est le témoignage d'un ancien pilote allemand qui va venir répondre à cette question. Il annonce que le 31 juillet 1944, il a descendu un avion qui correspond au modèle de celui de Saint-Exupéry. Alors il va raconter qu'il en a honte, qu'il était très fan de Saint-Exupéry et que s'il avait su que c'était cette personne qui était aux commandes de l'avion, il ne l'aurait pas abattu. Mais c'est trop tard, il l'a fait. Et du coup, même si on ne retrouve pas le corps, ce témoignage vient lever le mystère sur la disparition de Saint-Exupéry. Mais évidemment, si je parle de cette histoire, c'est que le mystère n'est pas tout à fait résolu. La première chose qui reste un mystère, c'est la localisation de l'avion. Il était censé aller en Savoie et il ne devait pas passer par cet endroit, donc on ne comprend pas vraiment pourquoi il a été retrouvé ici. Et le deuxième mystère est apparu en 2017. Un livre est sorti, qui est apparemment basé sur une enquête approfondie, qui révélerait que Saint-Exupéry n'est pas mort dans le crash ce jour-là, qu'il a réussi à s'en sortir et qu'il a finalement été capturé puis exécuté. Bon, tout ne semble pas si crédible que ça, mais si ça vous intéresse, le livre s'appelle Saint-Exupéry, révélation sur sa disparition. Mais nous, de notre côté, on passe à la quatrième histoire. Nous sommes en 1954, le duo d'humoristes Les Frères Ennemis composé de André Gaillard et Teddy Vrigno vient de se former. Le duo fonctionne très bien, ils se font connaître pour tout un tas de sketchs, dont les appels téléphoniques, qui sont des sketchs dans lesquels ils font des blagues courtes au téléphone. Et non, ce n'est pas Omar et Fred qui ont inventé ça. Dans les premières années, tout se passe très bien, ils sont régulièrement invités sur les plateaux de télévision, et on va dire qu'à partir des années 70, leur carrière est un petit peu plus sur le déclin, avec l'arrivée des humoristes tels que Coluche, par exemple. Malgré ça, les humoristes continuent leur carrière jusqu'au 1er novembre 1984. Pourquoi cette date, vous allez me demander ? Eh bien, parce que Teddy Vrigno a tout simplement disparu.
Ce jour-là, sa femme le voit quitter le domicile au volant de sa Peugeot 504. Elle ne remarque rien de spécial, tout lui paraît assez normal, mais pourtant, à partir de ce moment-là, plus personne ne le reverra. Des recherches sont évidemment lancées, mais aucune d'elles ne mène à quelque chose. Plusieurs hypothèses sont avancées, un éventuel suicide pour dépression, une éventuelle disparition volontaire pour recommencer sa vie, et même un meurtre, mais on ne retrouve aucune preuve, ni vraiment aucune piste. Dans les années 90, son acolyte de toujours va même participer à l'émission Perdu de vue dans l'espoir de récolter des nouvelles informations qui pourraient faire avancer l'enquête, mais rien ne change et la police décide de déclarer officiellement sa mort en 2004. Au-delà de sa disparition, il y a un autre élément qui est assez étrange dans cette histoire. On va retrouver un signalement de décès de Pierre-Édouard Georges Vrignot, qui est le vrai nom de Teddy Vrignot, né dans la même commune de Teddy, datant du 29 janvier 1999. S'il s'agissait vraiment de lui, pourquoi on n'en a pas entendu parler à l'époque ? Eh bien malheureusement, on n'aura pas la réponse dans cette vidéo puisqu'on va rester sur ce mystère pour cette enquête et on passe à la dernière histoire. Alors celle-ci, je vais essayer de la faire beaucoup plus courte puisque je la traite déjà dans un format long sur ma chaîne. Donc si l'histoire vous intrigue, n'hésitez pas à cliquer sur le lien que je vous mettrai en fin de vidéo. Nous sommes en 1886, Louis-Aimé Augustin Leprince travaille sur un appareil de reproduction photographique et il vient d'ailleurs de déposer un brevet dans ce sens. Il n'est pas tout à fait satisfait de son appareil, donc il continue de travailler dessus et en 1888, il arrive à tourner son premier film intitulé « Une scène au jardin de Roundé ». Ce film, il dure 2 secondes et c'est simplement des gens qui marchent dans un jardin, mais ça fait de ce film le premier film de l'histoire. Le problème, c'est que cette fois encore, il n'est pas tout à fait satisfait de ce qu'il vient de faire et du coup, il décide de montrer ce film à personne. Donc il continue de travailler sur son projet et en 1890, il est obligé de faire une petite pause parce qu'il doit rentrer en France voir son frère puisque leur mère est décédée et ils ont des problèmes d'héritage à régler entre eux. Entre-temps, il a quand même eu le temps de travailler sur son appareil, donc il se dit qu'il va aller voir son frère et qu'en rentrant aux États-Unis, donc là où il habite, il en profitera pour faire une représentation publique. Il écrit donc une lettre à sa femme pour lui dire de trouver un lieu et lui il se met en route vers Dijon pour aller rendre visite à son frère. Le 16 septembre 1890, alors qu'il a passé quelques jours avec son frère, il est censé prendre son train pour retourner à la capitale pour ensuite s'envoler pour New York. Sauf que il monte dans le train et à l'arrivée, il n'est plus là. Personne ne retrouve sa trace, donc des recherches sont évidemment faites dans le train et le long de la voie ferrée, mais personne ne le retrouve. Le plus étonnant dans tout ça, c'est que les personnes qui sont dans le train vont déclarer qu'elles ne l'ont jamais vu à bord. Plusieurs hypothèses sont avancées. On va parler d'un éventuel suicide à cause de dettes, on va parler d'un règlement de compte entre frères à cause de l'héritage de leur mère, et surtout, on va parler de Thomas Edison qui l'aurait fait tuer pour récupérer son appareil. Quoi qu'il en soit, rien ne va nous permettre de retrouver Augustin Leprince et son invention va finir par être oubliée au profit de celle de Thomas Edison, puis de celle des frères Lumière. On ne saura donc jamais ce qui est arrivé à l'homme qui est à l'origine du premier film de l'histoire. Comme je vous le disais, si vous voulez avoir un petit peu plus de détails sur l'enquête ou sur les hypothèses, j'ai fait une vidéo plus longue à ce sujet que vous pouvez retrouver sur ma chaîne YouTube. Mais pour cette vidéo, l'enquête s'arrête ici, et c'est d'ailleurs même la fin de ce top 5. Comme d'habitude, si une histoire vous intéresse plus qu'une autre, n'hésitez pas à me le dire en commentaire pour que j'essaye de la creuser et de la développer plus longuement dans une autre vidéo. Et évidemment, n'hésitez pas non plus à vous abonner pour ne pas louper les prochaines enquêtes. Merci beaucoup de m'avoir écouté jusque-là, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao ciao!